quand je vis au Togo, je dois avoir la satisfaction de certains besoins. L'eau, l'électricité, la santé, l'éducation. On ne dit pas que depuis 63... Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. C'est David et Flasio. You already know. Yeah, this name. Cette fois-ci, je vous présente une émission qui récapitule tout ce qui s'est passé dans la semaine. On sait qu'il y a problème de carburant toujours et encore le débat des élections revient toujours. Oui, ça ne va pas finir avant un mois. Alors, mes amis, sans plus tarder, je vais vous laisser suivre. Mais tout d'abord, vous passez sans liker la vidéo. Ah, c'est quoi? Vous n'êtes pas abonné. Il faut vous abonner, vous. Abonnez-vous. Surtout, activez la cloche de notification pour que si je publie en même temps, vous serez la première personne à voir. Alors, sans plus tarder, suivons tous ensemble. J'ai beaucoup de questions. Vous verrez que nous parlerons de l'électricité. La crise, elle est réelle, plus que réelle aujourd'hui. L'électricité au Togo, un chemin de croix pour les populations. Comment est-ce qu'il faut encore expliquer ce problème aujourd'hui? Pourquoi personne ne nous dit clairement ce qui se passe et la solution pour pouvoir nous en sortir? L'économie en prend un coup sérieux et la presse en ressent également les effets. On reviendra sur le sujet. Nous parlerons également de la politique avec Jerry Tama, qui quitte net, on l'a dit hier, la scène politique. Il a clairement affirmé lundi dernier dans un long post qu'il lui-même il a fait sur les réseaux sociaux. Alors la question aujourd'hui aussi pourrait être aussi, si vous voulez, que de jeunes brisés par la politique et la société. Vous comprenez pourquoi est-ce que je pose la question. Et puis le régime parlementaire, où est-ce qu'on en est en réalité aujourd'hui? La constitution promulguée, qui est-ce qui a le document officiel là? Tout le monde pose la question et personne n'apporte d'éléments de réponse. Acha Ibrahim va nous aider à comprendre. Francis Konapokwa aussi nous aidera à mieux cerner le problème. On sera naturellement rejoint en studio par Isidore Sassoa-Kolor et Olivier Adja. C'est parti, 12h30. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Nous saluons tous ceux qui ont l'électricité actuellement et qui nous écoutent un peu partout. Ceux qui n'en ont pas, après, ils peuvent avoir quand même les captures de cette émission. Bonjour Francisco. Oui, bonjour cher Eric Gato, bonjour aux auditeurs, auditrices de la gare. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. Vous êtes courageux. Bonjour Acha Ibrahim, tout va bien? Bonjour Saint-Eric Gato, oui ça va bien. Bonjour Francisco Napo, bonjour aux confrères qui vont arriver. C'est sûr qu'ils sont en train de nous suivre. Oui, parce qu'ils étaient en repérage par rapport donc. Tout à fait. Parce que j'ai eu le sentiment que finalement avec la société, on se croirait dans une république de Gondwana où c'est par surprise que nous avons l'électricité. Mais attendez, plus sérieusement, mais il se passe quoi finalement là? Personne ne peut répondre avec exactitude si on veut vraiment savoir ce qui se passe. Sinon, on nous a fait savoir entre-temps qu'il y avait des problèmes au niveau de la fourniture, au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du Nigeria et du Ghana. Depuis un certain temps, on a compris que ce n'est pas à proprement parler une question de disponibilité d'énergie à ce niveau, mais il doit être question d'un problème de non-respect de cahier de charge, parce que disons-le ainsi, parce que quand quelqu'un vous fournit de l'énergie, en contrepartie, vous devez payer. Et s'il arrivait qu'à un niveau donné, les clauses du contrat ne sont pas respectées, il va de soi que la fourniture ne soit plus totale. Donc, grosso modo, je pense que le problème se pose à ce niveau structurel. Donc il va falloir que les autorités, si on veut résoudre véritablement le problème, donc les autorités en charge de l'énergie puissent prendre langue avec les fournisseurs et voir éventuellement les garanties qu'il faut donner à ce niveau, les garanties qu'il faut consentir au niveau des fournisseurs pour que la disponibilité totale de l'énergie soit effective. Ah oui, c'est ça, mais ce qui nous, les médias, nous laisse un peu perplexes et un peu aussi les populations, c'est que personne ne nous dit rien. Oui, Franco, la seule fois où on a essayé de nous parler de ça, on s'est rendu compte que ça ressemble beaucoup plus donc à autre chose que
la réalité. Quand on parle que les Nigérians sont en train de faire des travaux sur le réseau, que les Ghanéens travaillent sur le réseau, on s'est vite rendu compte que c'est très loin de la réalité. Mais pourquoi est-ce que personne ne nous dit ce qui se passe réellement? Oui, celui qui devait nous le dire, c'est le ministre de l'énergie. Oui. On croyait qu'il était sourd et muet. Oui, je parle de Madame Mila Aziablé, oui. Mais on l'a vu sur le podium pendant la campagne vous avez encore cette image-là. Oui, également, qui a circulé. Nous, on pensait qu'elle n'entendait rien, les cris de détresse des populations. Elle écoutait. Ni comme quoi elle ne pouvait pas parler ou elle avait des problèmes d'audition. Sauf que elle nous a montré que, en fait, ce qui arrive au Togo, aux Togolais, ne la regarde pas ou elle n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Et sinon, c'est pas du tout normal que depuis, le seul communiqué, comme vous l'avez dit, c'est que les gens sont en train de faire des travaux. Au moins, cette fois-ci, on nous a privé épargner plutôt de ces messages que, en permanence, on est sur des travaux d'entretien du réseau. Maintenant, ce n'est plus le cas, c'était le Nigeria. Maintenant, le Nigeria, ça a commencé par trop durer. Donc, le problème est ailleurs. Il n'y a pas que l'énergie électrique. Il y a aussi le problème de gaz et le problème de carburant qui devient, disons, récurrent. Puisque depuis quelques jours, on a constaté qu'il y a encore rupture, sinon tension dans les stations d'essence par manque, n'est-ce pas, d'essence. Nous faisons un travail là-dessus que nous allons publier la prochaine fois. Depuis il vous souvient que la première qui était sortie, c'était en septembre, au lendemain même de la nomination du remaniement ministériel, que la première crise est venue. Donc nous avons commencé par étudier depuis lors pour voir qu'est-ce qui se passe. Et au même niveau, vous allez voir, les communiqués qu'on nous sert, on nous dit que oui, ce qu'on sait déjà, que il y a rupture dans les stations, les mesures sont prises pour le retour à la normale, et puis on met en garde des potentiels spéculateurs. Exactement. Sans nous dire également à ce niveau, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous avons ces problèmes récurrents de manque de carburant dans les stations d'essence? Donc, en fait, on dirait que c'est un mot d'ordre au niveau de la gouvernance. De ne pas dire aux Togolais, sinon de ne pas rendre compte, comme on le constate, et alors que les spéculations vont bon train. Nous entendons partout que les gens n'ont pas payé, par exemple le Nigeria, et le Nigeria, vous savez, même au Nigeria, le Nigeria qui nous fournissait l'électricité et on n'arrivait pas à les payer, le Nigeria avait lui-même, sur son territoire, des problèmes d'électricité. Oui, bien sûr. Qu'il faut résoudre. Mais si vous fournissez quelqu'un qui ne vous paye pas, autant de réduire, n'est-ce pas, la fourniture. La fourniture. Et il en est de même au niveau du Ghana. Le Ghana aussi a été clair que, au fait, il y a non seulement des dettes, eux aussi, ils ont des besoins internes. Mais que pensons-nous en tant que pays Togo? Parce que quand nous sommes en train de voir, c'est que le futur est sombre pour nous. Parce qu'il faut que le Togo trouve des solutions. Et on nous parle des solutions toujours qui sont à demi-mot. Il y a eu le contour global qui a englouti des milliards et continue d'appauvrir la CET. Il y a Central Kekeli qui pratiquement, on ne sait pas si ça roule, quels sont ces matériels qui ont été installés. Parce que nous avons appris que pour beaucoup de matériels, vous savez que dès le lendemain de l'inauguration de cette centrale par le chef de l'État, il y a eu incendie. Et c'est parce que le matériel installé étaient des matériels de deuxième, troisième main qu'on nous a transportés. Donc, comme personne ne suit les investissements, voilà. Et il nous souvient, les projets Tiga ou bien Tiga. On a de bons concepts. Ciseaux. Même l'autre photovoltaïque de Blita. Nous avons attiré l'attention depuis que l'énergie solaire, les gens nous poussent vers. Mais ils savent les limites. Ils savent les limites de l'énergie solaire. Donc ce n'est pas un truc. Mais en réalité, ça devait être la solution aujourd'hui, l'énergie solaire. Ça devait être la solution, mais en amont, sinon en aval,
il y a les accumulateurs. Est-ce que nous avons la possibilité d'acquérir les accumulateurs? L'investisseur, il est privé. Lui, il va rentabiliser les contrats qu'il a signés, ce qu'on lui a promis. Il va vite les racler en quelques années. Parce que nous, on nous a déjà dit que en moins de 5 ans, l'investisseur est déjà rentré totalement dans ses fonds. Mais là, si vous lui faites une concession de 25 ans, 30 ans, ce sont que des bonus pour lui. Et la même expérience, on veut l'expérimenter ailleurs. Et on trouve toujours que c'est des trucs qui... Mais est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui, clairement, que la situation que les Togolais vivent aujourd'hui préoccupe les autorités? Parce que si personne ne parle, personne n'explique quoi que ce soit aux concitoyens qui, tous les jours, parce que ce matin, nous, on était à l'antenne à 8h quand le thé a été coupé dans notre zone, et nous, bon, nous-mêmes, comme on s'est habitués, on pensait que c'est vers 15h, 16h, si on a plus de chance, et que le thé nous a ramené à 10h43, mais, et on s'est donné le plaisir de nous promener un petit peu dans certains quartiers. Il n'y a pas d'électricité et l'économie est au ralenti. Je ne veux pas être à la place de ces industriels-là qui ont besoin de l'électricité, pas des groupes électrogènes, pour tourner les industries. Je ne veux pas être à leur place, mais est-ce que vous avez le sentiment que finalement ça préoccupe réellement ceux qui nous gouvernent, ce sujet-là? Oui, ça puisqu'elle ne parle pas. Non, ça préoccupe. Peut-être que ça ne veut pas parler. Ça, les autorités ont opté pour la politique du mutisme, parce que depuis un certain temps, vous savez, en matière de communication, on n'arrive pas à sentir nos autorités, sauf quand elles sont vraiment dans des situations où il y a incompréhension totale, que ces autorités envahissent les studios pour expliquer un tant soit peu les situations. Pour ce qui concerne l'énergie, sans vous mentir, quand vous essayez de questionner le milieu décisionnel, on voit que ça bouge, ça discute. Ils sont en train de chercher des solutions face à cette situation. Peut-être que pour le moment, ils ne tiennent pas encore le bon bout. Peut-être c'est pourquoi on n'arrive pas à avoir des solutions immédiates, mais il y a quand même, à proprement parler, des discussions dans le cercle et pour que des solutions idoines puissent être trouvées à notre problème. J'en veux pour preuve, nous étions en studio avec certains officiels, il y a eu coupure du courant, eux aussi ils étaient devant le fait accompli. Oui, bien sûr, j'avais reçu ici, on était en préparation. Vraiment, il y en a plein, ils sont allés dans certaines émissions, on coupe le courant, elles sont dérangées, elles n'arrivent pas à comprendre. Bon, je pense que... Mais pourquoi est-ce que la sécurité ne communique plus aujourd'hui sur les horaires? C'est-à-dire qu'avant, on disait que telle zone, de telle heure à telle heure, vous n'aurez pas l'énergie. Donc, ça nous permet de prendre nos dispositions. Et on sait après cette zone-là, et à partir de cette heure, c'est telle zone qui prend le relais. Et là, aujourd'hui, c'est le mutisme total. Est-ce à dire qu'au niveau de la CET, là aussi, on ne contrôle absolument rien? Non, c'est pour ça qu'on a de la peine à informer sur le sujet. Non, c'est le management. Parce que quand vous prenez un peu le temps de personne, M. Djeteli, qui était entouré d'un technicien aussi en information, et ça faisait que lorsqu'il y a de ces situations, le chargé à la communication était toujours en alerte. Il faisait tout pour informer ses confrères, parce qu'il était aussi de la corporation avant d'aller à la société, il informait ses confrères de la situation et il l'a même proposé, puisqu'il revient aussi au chargé de la communication de proposer des outils à la société qu'on puisse valider pour que la communication institutionnelle parce que il y a une crise en tout cas au niveau de la sécurité dans la fourniture de l'énergie, donc il faut une communication de crise. Tout à fait. Et là on entend presque personne. Justement, c'est l'efficace. À la limite, ils sont en train de rompre le contrat que nous avons avec eux. Ah oui, en principe, nous devons. Non, ils nous doivent des explications, ils nous doivent des informations, ils nous doivent des communiqués. Et à chaque fois qu'il y a une situation, ils doivent dire à leur clientèle voilà, face à cette situation, voilà ce que nous faisons, ou bien en attendant, voilà le palliatif que nous avons. Mais le chargé à la communication semble ne pas jouer véritablement son rôle. Et moi, j'interpelle. C'est à peu près du mépris? Non, pas du mépris. Peut-être que c'est une question organisationnelle. Donc, il faut réorganiser la chose à leur niveau et savoir que la communication, elle est très importante quand il s'agit de la fourniture de l'électricité, du gaz, du carburant et tout ça. Même l'eau.
Parce que parfois nous sommes à la maison, on fait plus de 3 jours, le robinet ne tourne pas. Il n'y a même pas de gouttes d'eau qui sortent du robinet. Et tout ça là, la TDE ne dit absolument rien. C'est comme, je ne sais pas, quelle est cette attitude, quelle est cette façon de considérer la clientèle. Parce que sous d'autres choses, il y avait plusieurs fournisseurs, j'ose croire que les gens allaient migrer. J'ai le cul, hein. Voilà, c'est ça aussi le problème. C'est la concurrence. La concurrence. Oui. Ça entraîne l'efficacité, ça entraîne le mouvement, ça entraîne le dynamisme au niveau des prestations. Oui, bien sûr. Oui, vous savez, pourquoi ne pas faire une cartographie et de faire une programmation, c'est-à-dire connue des populations, des zones de coupure, c'est-à-dire un chronogramme en quelque sorte. Bien sûr. Que la journée. On en avait connu ici. Tel jour. Il faut le faire. Ça permet aux gens de s'organiser. Ouais, vous parlez par exemple des gens qui ont par exemple le cash power. Oui, cash power. Qui ont prépayé, qui financent le fonds de roulement. Ah oui, parce que c'est ça. Hein. Parce qu'en réalité, nous sommes beaucoup à financer le fonctionnement de la CET. Voilà, par les prépayés. Voilà, ils ont déjà payé. Ils ont le jus dans leur contrat, mais ils ne peuvent pas s'en servir parce qu'il y a coupure. C'est inadmissible. Maintenant, quand vous prenez la zone industrielle, je vous assure, les industriels tiennent la tête. Aujourd'hui, beaucoup de manœuvres ouvriers sont au chômage. Oui, chômage technique. Chômage technique. Même les boulangeries. Parce que vous ne savez pas quand est-ce que on va donner le courant. Et donc, les gens, est-ce qu'il faut laisser les ouvriers? Est-ce qu'il faut les garder? Donc, il y a des chômages techniques comme ça et des sociétés qui sont en train de partir et des choses à volo. Donc, il faudrait, comme on le dit tout à l'heure, de faire des programmations par quartier. Parce que là où nous sommes, moi, connaissant un peu la situation togolaise, je ne pense pas qu'il y ait une embellie dans 2 semaines, dans 1 mois et dans 2 mois. Ça va s'empirer là? Apprêtons-nous pour vivre le pire? Oui. Ça, non. Mais écoute, il faut qu'on trouve une solution. Écoutez, pour trouver la solution, il faut être en face des gens qui rendent compte. D'ailleurs, on ne nous dit pas ce qui se passe dans aucun secteur. Il n'y a pas de redevabilité. Donc les gens sont là, on peut les voir aller danser à l'église ou aller danser à des manifs et dans des villages. Bon, ça, vous faites allusion à autre chose. On va pas rentrer ou aller sur ce terrain-là pour l'instant. Allusion à autre chose, mais c'est du mépris pour la population, c'est du mépris pour les abonnés, pour les consommateurs. Et dans tous les domaines, quand vous allez par exemple, même la même société pour l'énergie, vous payez pour le branchement, vous faites des mois, vous n'avez rien. On ne vient pas. Même la régie, la TDE, quand vous faites un devis, on vous dit de venir payer, vous payez, vous pouvez faire 1 an. Vous n'êtes pas branché, on dit que c'est maintenant qu'on a pris votre argent pour aller commander les tuyaux. Ah non. Mais je vous assure, il y a un monsieur, père à son nom, monsieur Théo Batadiwa Batakran, que je connais bien, il m'a appelé, il m'avait confié ce dossier, de m'approcher de la TDE pour voir pourquoi il a payé son branchement, c'est-à-dire on lui a fait le devis. Et il a payé. On l'a appelé, on dit quoi, si vous voulez un branchement rapide, voilà payer tel pourcentage. Il paye parce qu'il voulait de l'eau. Mais je ne pense pas que jusqu'à sa mort, il a été branché. Et quand il est parti à l'information, on lui dit non, comme il a payé, c'est maintenant que on attend rassembler l'argent des gens pour aller commander les matériaux, n'est-ce pas, les tuyaux, les coudes, tout ça là. Écoutez, des fois quand je vous écoute ici, j'ai le sentiment qu'on ne vit pas dans une république là. Attendez, nous sommes dans un pays. Écoutez, c'est plus sérieux que ça. Si, quand vous prenez par exemple toutes les sociétés d'État, comment c'est géré? Vous voyez des sociétés d'État qui utilisent des véhicules RTG. Oui. Mais l'argent rentre, les gens dépensent, ils financent les campagnes, ils financent ceux-là qu'ils veulent, et autres s'achètent des champagnes et ils font des déclarations comme l'épicerie du quartier, c'est-à-dire l'établissement. Je ne sais pas si vous voyez. Et à la fin, on dit que ça ne marche pas. Alors que normalement, les recettes de tout ce monde-là devaient aller au trésor public. Et ils doivent vivre sur des subventions. C'est comme ça qu'on gère les sociétés d'État. Mais la manière dont ça se passe, ce n'est pas une gestion efficace. Donc, bien.
je vais lire quelques messages des auditeurs sur le sujet. Il y a un auditeur qui nous dit, et comme moi, j'aime votre émission, merci beaucoup. Je suis allé acheter donc la radio à pile. Et à l'heure actuelle où je vous écris, il n'y a pas d'électricité chez nous à Diagbélé. Bonne émission, d'accord, vous voyez? C'est difficile quand même. Hein. Il fait chaud en plus et vous n'avez pas l'électricité. Et c'est le confrère Ambroise Pondio qui nous renseigne la dernière fois qu'il y a des quartiers. Ça fait 3 jours. Où ça faisait 3 jours, quand il nous en parlait hier, qu'il n'avait pas l'électricité, c'est quand même horrible. Alors, il y a un auditeur qui nous dit que la CET ne peut rien faire. Le gaz qui permet de faire le contour global est fini. Et il n'y a pas l'argent pour le payer. Donc, le jour où les impayés seront réglés, tout redeviendra à la normale. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils doivent encore à la CET? C'est la question aussi. Un autre auditeur qui nous dit, les problèmes des Togolais ne préoccupent pas les autorités de ce pays, car pour eux, enfin, pour elle, c'est le fauteuil présidentiel. Vous avez vu comment ils ont abandonné les ondes pour l'élection législative et pourquoi pas le problème d'électricité, nous dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit, moi je pense que pour la première fois, il faut saluer non, je pense que c'est un message d'hier qui m'est renvoyé aujourd'hui. Attendez, voilà. Il dit, en Guinée, il a suffi 2 jours et nuits de délestage pour voir l'association des consommateurs et le peuple dans la rue, et au lendemain, l'ordre est rétabli avec le licenciement du ministre chargé de l'énergie électrique. Au Togo, les associations là n'appellent pas le peuple à manifester leur ras-le-bol parce qu'ils sont corrompus. On est là et on subit tous. Imaginez les nourrissons qui souffrent avec cette chaleur. Et la jeune ministre, riche, est toujours au poste. On dirait qu'il y a des gens qui n'ont pas fait l'école, mais honnêtement, il faisait mieux en termes de gestion des départements ministériels. Et la question aussi est là dans le message de cet auditeur. Les associations des consommateurs. Est-ce qu'il faut encore leur faire confiance aujourd'hui à Tcha Ibrahim? Bonjour déjà, Isidore Akolo. Bonjour Eric, bonjour confrère, bonjour à toutes et à tous. Allez-y, Tcha Ibrahim. Il y a l'adage populaire dit à l'impossible, nul n'est tenu. Et dans quel environnement évoluent ces associations? Est-ce que ça suppose quoi? Mais ça suppose que ces associations ont véritablement les marges de manœuvre pour pouvoir agir? C'est ça la question, parce que quand vous êtes face à une situation autant comme ça, ou disparaître, non? Bon, mais elles font ce qu'elles peuvent. Il y a du moins des communiqués qui sortent de protestations et tout ça là, c'est l'environnement qui recommande ça, hein. Voilà, c'est l'environnement qui recommande cela. Sinon, en temps normal, il y a ces associations là qui veulent véritablement amener au moins les consommateurs dans la rue et tout ça là, mais est-ce que le contexte s'y prête? Il y a ce problème. Est-ce que l'environnement au point de vue jouissance des libertés publiques, au point de vue espace civique, tout ça là, est-ce que c'est vraiment au point pour que ces associations-là puissent aussi marquer leur point par rapport à tout ce que nous avons comme situation? Excusez-moi de vous contredire, mais oui, on a une association pour défendre les consommateurs. Et les consommateurs ont des problèmes. On n'est pas capable de les défendre. Est-ce que ça va pas mieux de disparaître, Isidore Akolo? Non, vous pouvez poser une question. Non, je la retourne. Je vous reviens. Merci. Non, comme le disait tantôt Ibrahim, elle s'essaye. C'est l'environnement, tout comme la presse aussi. C'est le musulman. Nous sommes dans le musulman total. Et allez poser la question au pasteur Dokwami, qui a voulu revendiquer ou, comment dirais-je, demander la démission de roi à l'époque. Vous avez vu le sort qu'il était réservé. Même il a tenté une action et il a été en prison. Oui, bien sûr. Oui. Vous prenez ATC. Bon, ils sont là. Ils font ce qu'ils peuvent faire. Et mon jeune frère Sogadi aussi essaie de faire ce qu'il peut. Donc, c'est ça la caporalisation. C'est ça. Il n'y a plus d'espace physique ou civique où les citoyens peuvent s'exprimer. C'est le drame du Togo. Donc, on ne peut pas jeter l'opprobre sur ces associations. Et on ne les dédoie pas non plus.
Mais on peut les exhorter à faire plus, à avoir de l'audace, et même quitte à aller en prison ou au péril de leur vie. C'est ça la situation togolaise. Oui, mais en même temps, quand on prend l'engagement de défendre quelqu'un, il va falloir aller jusqu'au bout. Hein. Ah, mais il faut aussi voir. Faut pas c'est un peu comme la presse, c'est un sacerdoce. Non, c'est un sacerdoce. Moi, je ne serai jamais un journaliste kamikaze. Non. Je préfère être en vie, faire le travail que de mourir. Oui, bien sûr, quand on meurt, on ne peut pas faire le travail. Ça, c'est évident. C'est pareil pour aussi ces organisations de défense des consommateurs. Vous les écoutez ces temps-ci? Est-ce que vous les écoutez? Je te dis, est-ce que vous écoutez encore les journalistes? Ça te compte du bout des doigts. Oui, mais vous venez ici tous les jours. Enfin. Non, tous les jours. Combien sont ceux qui aussi acceptent facilement vos invitations? Ça, c'est évident. Non, c'est l'autocensure. Bon, y compris même les chefs traditionnels, allez demander à Topi Dangba. Oui. Il parle maintenant en parabole. Je reviens à vous. Non, je poser la question. Non, c'est ce que mon frère Isidore Akolor disait. En tout cas, ces associations sont là, elles pondent des communiqués lorsqu'il y a des situations, montent au créneau, mais ça s'arrête là. Elle ne peut pas aller au-delà de certaines actions. Sous d'autres cieux, vous voyez comment ça bouge. Parce que voilà, ces associations ont en face des interlocuteurs aussi qui sont, disons, prêts à les écouter. Mais est-ce que nous sommes dans ce contexte ici au Togo? Sogadi va répondre. Donc, c'est pas à moi de répondre à cette question. Mais Sogadi va répondre. Ceux qui sont à l'ATC vont répondre. Donc, voilà la situation. Et ça fait que vraiment. Voilà. Et ça fait que jusqu'alors, véritablement, il n'y a pas. On ne sent pas quand même un contre-pouvoir. Parce que le contre-pouvoir, au fait, ce n'est pas pour créer des ennuis au pouvoir, mais c'est pour aider le pouvoir à réajuster sa politique. La politique publique nécessite qu'il y ait des gens qui observent la scène politique, qui font des décryptages, qui lisent les choses, qui ont des éléments de comparaison avec la pratique qui est faite sous d'autres cieux, et on fait des propositions. Ces propositions ne doivent pas en aucun cas exaspérer les tenants actuels du pouvoir, en principe. Mais parfois vous avez le sentiment que quand vous faites des développements, vous faites des analyses, ça exaspère. Et ça vraiment, ça fait que au fil du temps, vous allez voir que la plupart des journalistes qui avaient l'habitude de poser des analyses, disons, synoptiques, des analyses un peu plus poussées en matière de propositions, en matière en tout cas d'exemples pour pouvoir amener à plus d'efficacité au niveau de l'action publique, sont résignés. On ne fait que des reportages. Atelier de formation. Voilà. Et ça, c'est vraiment difficile. Pose la première pierre. Non, ça pose un sérieux problème. D'accord, très bien. Et je pense qu'il faudrait quand même plus d'ouverture de la part de nos autorités. Je pense que nous serons prêts à faire des propositions, à faire des analyses, à aider à ce que la République se porte encore mieux. Bon, oui, et puis on passe à un autre sujet. Vous savez, il y a le musulman, comme les confrères l'ont dit. Il y a aussi le fait que beaucoup d'organisations sont inféodées. Pour être dans le bureau d'une organisation, il faut qu'on mesure votre degré de militantisme. Et que du coup, la prise de parole est devenue un problème, c'est-à-dire que contradictoire. Et il y a aussi des questions d'intérêt. Parce que il y a des commissions, des fonds dans certaines organisations, sociétés et autres, que les gens touchent régulièrement, donc ils n'ont pas besoin de les perdre. Et maintenant, en dernier lieu, en face, on parle d'associations de consommateurs, de syndicats, mais qui on a en face? Est-ce qu'on peut compter sur un Togolais pour défendre son propre droit? Il n'est pas en mesure de sortir, il n'est pas en mesure de soutenir son propre droit. Non, vous ne pouvez pas, parce que, regardez, tous ceux qui se plaignent à la presse, ils ne veulent pas qu'on prononce leur nom. Voilà. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui. Ils sont pas prêts, dans l'anonymat. Ils ne sont pas prêts à faire le minimum d'action vis-à-vis de leur employeur ou vis-à-vis de leur geôlier, et pour qu'on les accompagne. Ils veulent que c'est la presse qui endosse, qui porte les gants, qui endosse toutes ces tu deviens kamikaze.
Voilà, et comme il a dit, vous devez kamikaze. Alors que quand on aime une cause, on ne se donne pas à martyr. Il faut vivre pour défendre la cause et pour vivre les fruits. Donc, c'est ça la triste réalité. En face, les Togolais sont dans leur cas un peuple de refuge, dont on ne peut pas compter sur lui-même. Et je répète, pour défendre ses propres droits. Alors, ça peut amener à poser cette question. Est-ce qu'il faut plaindre le Togolais dans ces conditions-là encore? Tu reviens encore à ma question que je posais la fois dernière en voyant ce score, je ne sais pas si nous y reviendrons. Oui, bien sûr. De 108 sur 103, je me demandais, est-ce que les Togolais sont aussi hypocrites ou stoïques? Faut-il croire encore aux Togolais? Mais vous leur posez la question en aparté, ils disent que non, nous sommes mal gouvernés, mais à chaque fois, c'est celui que vous gouvernez mal qui gagne les élections. Mais il faut une thérapie de choc pour les Togolais. Il faut un grand psychologue ou un psychologue, psychiatre. Psychiatre, ok. Non, c'est devenu une pathologie. On est déjà sur la voie des épées. Oui. Mais c'est ça le gros du problème. Faut-il faire confiance aux Togolais aujourd'hui? Moi, je ne fais plus confiance aux Togolais. Ils sont plus à plaindre. Non. Alors, il y a un auditeur qui nous dit... Non, heureusement, lui-même, il est Togolais. C'est un message, l'auditeur qui nous dit l'affaire du délestage, là, est vraiment triste. Les livreurs sont au chômage, car il n'y a pas l'électricité pour pouvoir faire des lives et vendre. Il n'y a pas de carburant pour les livraisons, même pas d'eau. Franchement, c'est du suicide. C'est Kaba qui t'envoie ça? Je ne sais pas, c'est un message. Un autre qui nous dit, même au CMS Legbacito, il n'y a même pas un groupe pour alimenter l'hôpital. L'autre fois, il y a eu un accident à côté du CMS. Je vous assure que les blessés étaient obligés d'être conduits vers la ville. Malgré ça, le sang coulait. C'est triste. La précarité au Togo est vraiment criarde. J'étais assis devant mon bureau l'autre fois, pour faute de délestage, pour cause de délestage, quand un jeune homme m'a approché pour me demander juste 200 francs pour manger, quand il a quitté depuis Zanguera à pied pour venir déposer un dossier pour le gardiennage. Malheureusement, les choses n'ont pas bien marché, mais il souffrait d'ulcère et il n'avait pas à tenir, il n'arrivait pas à tenir. Je lui ai remis 1000 francs pour aller manger. Non, il fallait lui donner le numéro magique. C'est lequel? Le 108, le numéro vert. 108? Oui. Ça, c'est les sapeurs-pompiers, je pense. Le 108. C'est quoi? Le nouveau numéro. Ok. Le siège de l'Assemblée. Non. Non, mais ça, il blague. Non, c'est guichet automatique. Justement, je voulais qu'on parle dans cette misère des populations, mais il y a beaucoup d'escrocs qui circulent également. Je ne dis pas que ce que le jeune a demandé, c'est cette aide, peut-être, c'est son job, parce qu'il y en a, même qui ont des enfants dans le dos, des petits la nuit, ou même des poupées, pour tromper des gens. Il y en a qui se tiennent souvent devant les officines. Je vais vous dire ce qui est arrivé, malheureusement, à une dame le lundi passé, qu'on a vécu, on n'a pas pu réagir. C'est des gens qui se promènent avec des faux billets de 10 000. Une dame qui a son petit kiosque dans le coin de rue, c'est derrière Majorel à Doumassessé. On vient lui présenter un bien de 10 000. On achète 3 500. Le monsieur achète 3 500. Il donne la monnaie 6 500. Le temps de se rendre compte, le monsieur a disparu. Avec la marchandise et la monnaie. En laissant un faux billet à une pauvre dame. Je vous assure, c'est que quand vous voyez comment les gens se battent, se débrouillent, et on lui vole 10 000. Oui, non, c'est pas seulement 10 000. Plus les 3 000. Oui, les 3 000 de marchandises. Et les 6 500, ça fait 10 000. C'est un appel pour nos dames, nos bonnes femmes, celles qui sont souvent victimes. Mais quand quelqu'un vient acheter chez vous, même quand vous allez dans le supermarché, avant de vous livrer le produit, vous avez payé. On est sûr que votre argent est bon avant de vous donner le produit. Il doit avoir le détecteur de billets. Un passant que vous ne connaissez pas, qui vient brandir 10 000
5 000, prenez le temps de... Si vous faites le calcul, c'est pas 10 000 qu'on lui a volé, c'est 20 000. Hein, parce qu'il ne peut plus utiliser les 10 000 là. Il a vendu la marchandise pour 3 500. Il a donné le reliquat. Prenez la peine même d'appeler quelqu'un à côté. Oh, il faut, va pour Gayanam là. Oui. Ou bien, parce que normalement, les boutiques là, c'est des boutiques de proximité. Oui, bien sûr. Pour les riverains, en fait. Pour les riverains. Oui. Quand un étranger, un passant arrive et vous présente un tel montant, ayez déjà en idée qu'il se peut. Il se peut que ce. Donc, prenez la peine, ne lui donnez pas le produit. Faites appeler quelqu'un à côté. Venez m'aider à voir ce billet. Et avant de lui donner la monnaie, de lui servir le produit. Le produit. Donc, vraiment, c'est un appel à nos pauvres dames qui se battent pour qu'elles ne continuent pas à perdre. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent rien faire. Oui. Il y en a qui ne veulent rien faire. Oui, bien sûr que c'est difficile, mais on peut ramasser les ordures. On peut faire beaucoup de choses. Même seulement, on ne peut pas avoir le luxe qu'on veut. Mais soyons dignes au moins de ce que nous mangeons. Oui, bien sûr, c'est totalement d'accord avec vous. Et ça nous amène à parler politique. Mais avant, les résultats des élections législatives tels que proclamés finalement par la Cour constitutionnelle, on attend la Cour suprême pour les résultats définitifs. Donc pour les régionales, il semble que ça ne tardera plus parce qu'il faut aller très vite. Je voudrais vous interroger juste 5-10 minutes sur la nouvelle constitution. Elle a été finalement promulguée par le président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé, il y a quelques jours. Sauf que nous sommes beaucoup à quand même chercher le document en vain. Je ne sais pas si entre-temps vous l'avez. Alors, qui a le document officiel finalement? Acha Ibrahim. Non, moi je ne l'ai pas. Il faut que je dise sincèrement ce qui se passe à mon niveau, je ne l'ai pas. Et ce sont les ébauches là qu'on a eu entre temps. Donc on avait eu jusqu'à 3 versions. Et bon, on se contente de ça jusqu'alors. Et parfois, il y a des parties là au besoin que lorsque vous êtes en discussion avec certaines personnes, on vous envoie peut-être des captures d'une portion de cette constitution juste pour vous éclairer. Mais toute la constitution, tout le document, moi je ne l'ai pas. Alors, si nous considérons la Constitution comme un contrat social et que un contrat est en vigueur, bon, je suppose que quand c'est promulgué, ça veut dire que c'est en vigueur. Considérez ça comme cela. Et on doit avoir quand même ce document aujourd'hui, Isidore. La loi n'est pas encore en vigueur. Il y a les principes de droit qui nous ont enseigné que pour qu'une disposition ait force de loi, il faut qu'elle soit votée à l'Assemblée, ce qui a été fait par le président de la République. C'est fait aussi et publié au journal officiel un jour franc. C'est ça. Tant que ce n'est pas encore publié au journal officiel, ça n'a pas force de loi. Je suis désolé à les demander. C'est en cela que je convoque nos éminents professeurs de constitution qui nous ont rabâché les oreilles de régime parlementaire, semi-parlementaire, les bienfaits de tatati patata. Mais ils sont où aujourd'hui? Même la loi n'a pas été promulguée dans les règles de l'art. On a traîné avant de la promulguer. De la promulguer. En principe, c'est les 15 jours qui suivent son adoption. On a encore mis 48 heures dessus. En principe, c'est le 4. Mais qu'est-ce que ça devait être promulgué? On attend jusqu'au 6 mai. Oui. Jusqu'à présent, la loi oblige qu'on puisse publier ça dans le journal officiel. On a cherché en vain. Donc c'est comme de l'aiguille dans le foin. On ne sait pour quelle raison la loi qui devait régir nos quotidiens les jours à venir soit mise sous manteau. Et c'est quelques privilégiés qui l'ont. Et là aussi, il va falloir être sûr que ces privilégiés dont vous parlez ont réellement le document promulgué, tout à fait. La version officielle. Oui. Quel commentaire vous en faites, Francisco? Non, vous savez, quelle que soit la légalité, la légitimité, je pense que les gens ne se sont pas aussi investis pour reculer. Donc, quelle que soit
la physionomie du mouton, la fête aura bel et bien lieu. Mais on attend de voir comment cette fête... Oui, mais c'est clair, on l'a dit avec mon frère, le vin clairement aujourd'hui tiré. Hein. Oui. Mais est-ce qu'on peut le boire? Ou est-ce qu'on doit le boire? Tôt ou tard. Oui, mais je vous ai donné ce que même les militaires ont dit ici, je crois, en 93 ou 94, quand Kofigo avait été séquestré à la primature. Dans le communiqué, on m'a toujours dit, quelle que soit la physionomie du mouton, la fête aura bel et bien lieu. Et la fête a eu lieu. Donc, c'est pas celle-ci, comme je le dis, mais c'est que, à la lui où vont les choses. Que ce soit les gens qui ont orchestré cette nouvelle constitution, tout ce qui ont jubilé et autres, et même ceux qui ont voulu combattre, chacun aura besoin un jour de la constitution de la 4e République. De la 5e République. De la 4e République. Parce que la mise en œuvre de la nouvelle, ce n'est pas pour 2 jours. Je crois. Il faut tout changer. Peut-être c'est pourquoi. Ça se fera progressivement. Peut-être c'est pourquoi. Les institutions peut-être c'est pourquoi on n'a pas encore la version dans le journal officiel, parce que il y a des dispositions transitoires et autres. On ne sait pas si les initiateurs eux-mêmes vont se faire un coup d'État avant de se remettre la main, parce qu'il faut de toute façon, on l'avait dit ailleurs et les gens nous ont un peu critiqué, que nulle part dans la constitution de la 4e République il n'est prévu un changement de constitution. Le changement de constitution ne pouvait intervenir qu'en cas de coup d'État, et donc un coup d'État qui met tout à plat, tout met à plat. Et on fait une nouvelle constitution qu'on nomme peut-être 5e ou 1e République. Et c'est à partir de là qu'on mettra sur pied les institutions. Parce que là, quand est-ce que... qui va... Parce que là, il y a une constitution qui est en cours. Oui, qui va constituer le Sénat, puisque la composition même du Sénat crée déjà un problème, puisque il faut quelqu'un pour nommer les tiers des membres du Sénat. Est-ce qu'il va le faire d'abord avant de se faire élire, ou bien, et à quel titre, ou bien est-ce que il va être désigné avant de avant de choisir les membres du Sénat? Il y a beaucoup de choses qu'on se demande, et que bon, comme on n'est pas dans le secret des dieux, ben, le Togo c'est un pays n'est-ce pas pas atypique mais extraordinaire, mais on va le vivre. Pour ça aussi il faut que on ait le courage, on ait la paix du cœur pour voir les choses qui vont arriver, n'est-ce pas, dans les prochains jours. Alors il y a un auditeur qui nous dit, si vous voulez, il y a allez-y. Oui, Francisco pose un problème de fond, hein. Et quel est le statut actuel du président Faure Gnassingbé? Ben, il est toujours le président de la République. De l'Assemblée nationale. Non, mais bon, au lendemain du 21 mai, où il devait y avoir une rentrée parlementaire de droit, en principe, il devient de facto le président du Conseil des ministres. Et c'est lui qui va encore nommer le tiers des sénateurs. Oui. Qui va le relire? C'est pas trop. Qui va relire le président? Le président. Le président. Non, le président. Le président de la République. Le président de la République. Bon, maintenant, il est en même temps, à partir du 21, parce qu'on suppose que le 21, l'Assemblée va prendre fonction. Oui. Bon, quel serait son statut? Non, c'est pourquoi il y a les dispositions transitoires. Donc, ces dispositions transitoires, oui, progressivement, les institutions seront mises en place. C'est des contorsions juridiques. Ah bon? C'est ce que la nouvelle constitution a prévu, ça. Il y a en tout cas la période dans laquelle les nouvelles institutions seront mises en place. Donc c'est progressivement que ça sera mis en place, et selon une... Oui, mais en même temps, on peut pas, le Parlement ne peut pas prendre fonction. Oui. Et on va dire progressivement que le président du Conseil va attendre. Puisque nous avons actuellement un chef de l'État, nous avons un président de la République qui a un mandat.
Et le Premier ministre, que deviendra le Premier ministre? Bon, mais Elle continue. jusque-là, nous parlons du président de la République, Non, du chef mais de l'État. si Vous comprenez? On a une constitution. Si le président de la République devenait, comme il le disait, le président du Conseil. Le président du Conseil, que devient le Premier ministre? Oui, bien sûr. Est-ce que vous voyez? Parce que puisque les deux choses sont intimement liés. Oui, à présent, c'est le nom qui change. À présent, qu'on dit qu'il y a des dispositions transitoires, ce qui va se passer, c'est que le président de la République est de fait le président du Conseil. Donc, on va supprimer le poste du Premier ministre. Oui. Et que fera le Premier ministre actuel? Ah, mais c'est fini. C'est fini. Mais c'est fini. Et qui sera Comment? chef du gouvernement? Non, mais le chef du gouvernement, c'est le président du Conseil. C'est lui qui a la plénitude de l'exécutif. Non, c'est le président du Conseil. Oui. C'est pourquoi donc Faure Gnassingbé sera en même temps président du Conseil et président de la République. Non, on parle de dispositions transitoires. Ça voudrait dire que pour le moment, cette période-là, voilà, il les deux postes. Non, l'autre n'est même pas entré en effectivité. Ou bien le même jour. Ou bien le même jour qu'il devient président du Conseil, il nomme en même temps les membres du Sénat qui vont faire le Sénat le même jour. Non, il n'a pas qualité. Il aura quelques minutes. Il n'a pas qualité. Pour quelques jours. Il n'a pas qualité à nommer les membres du Sénat. Seul quand il doit nommer les membres du Sénat en tant que président de la République. Oui. Donc, et jusqu'à preuve de contraire, il devait les nommer avant de prendre la fonction s'il voulait. Oui, mais jusque-là, il n'agit pas en tant que président du Conseil des ministres. Il est chef de l'État, il est président de la République jusqu'alors. Bon, et c'est pas encore effectif. C'est pourquoi je parlais des mesures, des dispositions transitoires. Je pense que vous mélangez la 4e République et la 5e République. Non, ce n'est pas encore de fait. Parce que c'est pas encore, ça n'a pas encore pris effet. Excusez-moi, c'est la 5e République. C'est le président du Conseil qui nommera les tiers des sénateurs. Qu'on fonctionne avec quelle Assemblée nationale? Mais la nouvelle. Ah bon? Sous quelle? Oui, avec la 4e République. Avec la 4e République. Vous voyez qu'il y a de l'imbroglio dans tout ça. Comprenons que c'est une constitution pour les initiés. Donc, quand ils vont finir, on va suivre. Très bien. Merci beaucoup. Il y a un auditeur qui nous dit, il nous dit ceci. Attendez, il faut que je retrouve le message qui dit. Voilà, je pense que je me perds finalement. Alors, il y a un autre qui dit la question. On a l'impression, je crois que c'est ce qu'il a écrit. Voilà. La question est de savoir si l'ancienne constitution qui interdit au président de se présenter une fois devant l'Assemblée pour l'état de la nation. Qui oblige. Non, l'ancienne constitution de la 4e République. La question est de savoir si l'ancienne constitution, c'est l'ancienne constitution qui interdit au président de se présenter une fois devant l'Assemblée nationale. Ah non. Au contraire, ça demande l'état de la nation du président de la République chaque année. Il a fait au moins une fois. Non, il a fait une fois. Faure Gnassingbé, il a fait une fois quand l'Assemblée là était entrée en fonction. En fonction. On a cru que ça allait se répéter. Mais en matière de régime parlementaire, semble-t-il que ça va être plus régulier. Oui. Alors, il n'a pas fini la question. Est-ce que l'ancienne constitution lui interdit aux gens de déclarer leurs biens? Non. De traquer la minorité qui pille le pays? Non. Est-ce que la nouvelle constitution va résoudre ces problèmes? Comment? Non. Elle va résoudre puisqu'on parle de... Elle est censée résoudre ces problèmes, non? Comment? Elle est censée, puisqu'on dit que c'est la population, c'est le peuple qui est au centre de la gouvernance, c'est le peuple le plus proche des dirigeants, le peuple. Non, c'est pas une naïveté. On dit le peuple est plus proche de l'instance décisionnelle, donc ça peut aller. Vers lequel on va. Vladimir Poutine trace toujours les corrompus. Qui va vers le système russe? Non, notre système va vers... c'est pratiquement le même système. C'est un régime parlementaire là-bas? En Russie? C'est un régime parlementaire? En Russie, c'est un régime parlementaire. Non, c'est présidentiel là-bas. C'est présidentiel. Attends, ce qui est en train de se passer, nous l'avons déjà écrit dans Pas Express. Il vous souvient que quand Vladimir Poutine avait fait ses deux premiers mandats de 4 ans, il passe la main à Medvedev. Medvedev,
Et quand il devient Premier ministre, et la Douma avait renforcé son pouvoir, et Medvedev était rentré dans les coulisses, c'est-à-dire que c'est Poutine, et jusqu'au moment où Poutine a repris. C'était une démocratie à la russe. À la russe. Voilà. En fait, c'est un schéma. J'aimerais poser une question. À qui? À nous tous. Que devient l'actuel gouvernement? Est-ce qu'on va conduire ça toujours avec les dispositions transitoires, alors que à chaque moment qu'on fait une élection législative, on change l'équipe gouvernementale. On vient de sortir des élections. Oui, c'est ce que je dis. Oui, il faut attendre encore un peu, non? Donnez le temps au chef de l'État. Vous êtes très très pressé. Il y a quelqu'un qui nous dit le mal du Togo est profond. Pourquoi cacher la constitution d'une république aux gouvernés? Que les gens sachent que le Togo est un pays et non un village. Un autre qui nous dit on dirait que le PR s'est fait piéger par ces constitutionnalistes véreux. C'est ce qu'il pense. Un autre qui nous dit juste vous dire de ne pas trop chercher cette constitution. C'est maintenant qu'ils sont en train de l'écrire. Vous l'aurez quand ils auront fini de l'écrire. Ce qui circule sur les réseaux, c'est juste pour que vous les laissez tranquilles. Il est 12h. On marque une pause, on revient juste après. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Taxi FM 93.1. Merci pour votre fidélité à la radio. J'ai dit un Taxi FM Lomé. On était en train de parler de la Constitution. Ça nous amène à parler des élections. Les élections où les résultats définitifs des législatives 2024 du 29 avril ont été proclamés lundi dernier par la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, le débat tourne beaucoup plus, puisque ce n'est plus une surprise. La Cour a confirmé intégralement tout ce qui lui a donc été transmis par la CENI, UNIR, qui part haut les mains avec 108 sièges sur 113. L'opposition s'est partagée les 5. ADI a eu 2, ANC 1, FDA 1, je crois. Il y a DMP qui a eu 1 aussi. Mais le problème, la question aujourd'hui tourne autour de Jerry Tama. On a commencé un peu hier avec les confrères à analyser cette sortie. Lui qui annonce quitter donc la scène politique. Et cela, dans son message, il y a tellement d'éléments qu'il avance qui nous amènent aujourd'hui à nous questionner carrément. Et Isidore, dans votre journal, vous avez évoqué le fait qu'il ait jeté l'éponge. Et beaucoup se demandent si ce n'est que maintenant que lui, il se réveille. Je ne saurais le dire, mais après analyse, quand vous lisez les chapelets des greffes qu'il a eu à porter contre le processus électoral, vous sentez qu'il a reçu un coup de marteau, et il est assommé, il est dépité. Il est dépité à ce point que il ne croit plus à la dévolution du pouvoir par les urnes. Et c'est ce qui est très grave. Quand un acteur politique en vient à cette conclusion et demander aux jeunes de ne pas s'aventurer en politique. Sauf dans UNIR. Voyez-vous. Donc, parce qu'au moins, voilà. Là-bas, tu auras le lait à boire. Et ce qui fait dire aux gens que nous tendons vers le parti unique, c'est pas si Fonia Singbe c'était Akara, c'était une annonce qu'il a eu à faire ou c'était un lapsus quand il disait qu'il avait la nostalgie du temps passé ou non du parti unique. Donc je pense que c'est vers là où nous allons. C'est là où nous allons. Et ça ne veut pas grandir une nation. Notre dignité, on va les perdre. Quand un peuple perd sa dignité, il a tout perdu. Il a tout perdu. Il est capable de tout aussi. C'est ça le danger. Il est capable de tout. Aujourd'hui, tu ne pouvais plus aller dire aux gens que allez voter, allez choisir
votre vos autres. À quoi bon de le faire? On l'a essayé maintes fois. Ça fait 13 élections qu'on a eues depuis l'ère démocratique et c'est toujours le parti au pouvoir qui est temps de crier, qui gagne. C'est ça le drame. Les gens, c'est un choc psychologique que Thierry Stama a eu et je crois que il se donne un peu de temps de réflexion. Officier des forces armées qu'il est, il sent que on ne recule pas devant les obstacles. Bon, en tout cas, clairement, il est dit. Je ne sais pas si réellement il pense ce qu'il a écrit ou ce qu'il a dit. Mais tout compte fait, nous, on va noter qu'il dit qu'il quitte la scène politique. Maintenant, s'il revient, on pourra faire aussi ce constat-là. Il a quitté, il n'a pas quitté. Il dit qu'il devient un simple militant. Oui, bon, s'il quittait... Il ne sera plus aux avant-postes, en tout cas, de la scène politique. Ça me rappelle, je ne sais plus quelle année, il y a 2 ans, je crois que c'est cela. Mais ces militants vont dire que... Ou lui va dire que c'est les militants lui ont dit de revenir. Voilà. Il y a le parti FDR qui relève des irrégularités, conteste d'ailleurs les résultats tels que publiés d'ailleurs par la CENI et confirmés par la Cour constitutionnelle. Vous avez évoqué également le groupe indépendant Causa Espoir qui rejette en bloc les résultats préfabriqués, ce sont leurs mots, et taillés sur mesure. Alors vous avez parlé, directement l'a dit aussi dans son long message que clairement aujourd'hui, la solution du problème togolais sur le plan politique n'est pas dans les urnes. Et le confrère Sylvestre Béni ce matin l'a rappelé, Fort Gnassi, mais vous vous rappelez, lorsque Tikbek Dam a bouleversé ou a secoué un peu le cocotier, il avait donné une interview dans Jeune Afrique où il a dit que des gens ont voulu prendre le pouvoir par les rues ou la rue. Alors, si on nous dit que la solution n'est pas dans les urnes, et que le président Faure avait dit il y a quelques années que des gens ont échoué parce qu'ils voulaient prendre le pouvoir dans la rue, quelle va être finalement la solution? Francisco Napokura. Non, tout ce que Diritama a déversé comme écrit, je pense que il y a beaucoup de controverses dans ce qu'il est en train de faire. C'est contradiction, même controverse, je dis, parce que c'est pas aujourd'hui que Diritama va me dire, en tant qu'officier, ex-officier des forces armées togolaises, que la solution de l'alternance, par exemple, c'est pas dans les urnes. Ça, si aujourd'hui nous le dit, ça veut dire qu'il était immature en rentrant en politique. Et ce qu'il écrit, peut-être que c'est sa dernière mission, de dire aux Togolais, à la jeunesse, que de ne pas militer, et que s'il faut militer dans l'État, unir, ce qu'il est en train de jouer. C'est un message qu'il transmet, en réalité, il est en train de recruter pour unir. Est-ce que vous voulez dire? En quelque sorte, c'est ça. C'est-à-dire que quand on lit la communication politique, on analyse. C'est en cela qu'il amène la jeunesse. Ça veut dire que cette génération qui est peut-être prête à aller dans peut-être dans le combat politique, ou dans le combat politique, et va se dire il vaut mieux que je me retire. Et que génération, ça veut dire qu'on a 10 ans et autres qui vont permettre encore au même système de continuer d'exercer. Moi, j'en ai appelé parfois aux gens qui veulent aller et d'en unir, d'y aller. Mais malheureusement, on constate que ceux qui atterrissent et qui arrivent quand même à de bons postes sont parfois pires que ceux-là qui sont sur le terrain. Aujourd'hui, quand on parle des classiques du RPT ou bien choses des anciens, les vieux, il y a quelques rangs seulement mais qui ne sont pas aussi, et je ne peux pas dire malhonnête, on va dire que j'ai insulté, qui ne sont pas aussi opportunistes, n'est-ce pas, que les jeunes. Mais, oui, mais les jeunes sont plus opportunistes. Vous imaginez, vous prenez un jeune qui à peine a une fonction, qui est peut-être un salaire, si c'est dans la fonction publique, et c'est dans les 300 400 000, mais vous allez voir, il envoie son enfant dans des écoles où il ne peut pas payer scolarité. Il n'a pas un enfant, il n'a pas deux. D'autres même se permettent d'envoyer en Occident, aux États-Unis ou ailleurs.
Et ça devient une charge, c'est une corde au cou qui fait qu'ils doivent foncer, ils doivent faire de n'importe quoi. Et c'est un danger même pour le parti dans lequel ils vont. Moi je dis que le temps où nous sommes en train de traverser maintenant, si on a vraiment des responsables de partis politiques, que ce soit de l'opposition ou de la société civile, c'est de s'organiser dès maintenant pour les prochaines élections locales. Et ça va passer par la formation citoyenne. Si vous voulez réussir un jour aux élections, il y a des moyens. Il faut également former vos militants à la fraude électorale. C'est très important. Lorsque les gens connaissent ce qu'on appelle la fraude électorale, ils peuvent lutter contre. Et non toujours rester. Ce matin, j'ai revu une thèse doctorale de jeune frère père à son âme, Sangui et Sylvain, qui a travaillé sur la fraude. Les enjeux. Oui, même la fraude électorale. Son doctorat en 2015, il a été dirigé par. Oui, ici, il a été dirigé par le professeur Roger Danué, et qui fait partie des artisans même du scrutin de risque qu'on est en train de faire, ce qui constitue un problème pour le blocage et à l'alternance. Ah oui, c'est un problème. Professionnel. Donc, c'est une thèse riche, mais je me demande, il y a beaucoup de documentation, mais est-ce que nos opposants, nos politiciens, est-ce qu'ils s'intéressent à ce genre de recherche? Parce que, vous savez, ceux qui ont conçu les choses, ils laissent des secrets dans les écrits. Oui, toujours. Tout à fait. Ils laissent des secrets dans les écrits parce qu'ils savent parfois à un moment donné qu'ils ont fait quelque chose qui n'est pas évidemment bon, qui même les enlise. Donc les secrets sont dans les écrits, mais les gens ne cherchent pas. Directement ne doit pas appeler le peuple, la jeunesse togolaise, à abandonner la lutte citoyenne. C'est ça, c'est le mot. D'accord? Il ne doit pas laisser la jeunesse à abandonner la lutte citoyenne. Alors là, il fait une faute encore. Et une faute, et où il est dans une mission. Donc un gouvernement, sinon un État comme celui que nous avons. Et pour même le chef de l'État, Faure Gnassingbé. Parce que quand vous voyez tout ce qui entoure aujourd'hui la gouvernance, dans tous les domaines, il n'y a rien qui marche. À moins que c'est une volonté que ça ne marche pas. Les seules personnes qui peuvent faire pour que ça marche, c'est son opposition, c'est sa société civile et autres. Ça presse. Oui, ça presse. Je mets ça dans la société civile. Donc, que directement ne vienne pas. S'il veut sortir, il n'a pas informé quelqu'un qui vient. S'il veut sortir, qu'il sorte. Et qu'il tire les conséquences de son échec. D'accord, très bien. Oui, Acha Ibrahim, sur le sujet là de Djerry Tama, quel commentaire vous en faites aujourd'hui? Il y en a qui disent que, bon, depuis le début, il était en mission, il est toujours en mission aujourd'hui, et ils comprennent qu'il a fini sa mission et il part, il n'y a rien à signaler. Moi, je ne parlerai pas de mission. Je dirais tout simplement que Djerry Tama, à un moment donné, s'est senti interpellé. Il a voulu aussi apporter sa touche à la politique togolaise. C'est pourquoi il a quitté l'armée. Il est venu en politique pour voir ce qu'il peut faire aussi. Et avouons qu'il a fait sa part parce que sur la scène politique, il a eu à prendre des positions sur des sujets donnés. Il n'était pas toujours celui qu'on appelait l'accompagnateur. Par moment, le collaborateur. Le collabo. Bon, l'accompagnateur, le collabo et tout ça, là, il était centriste. Lui-même, il s'est identifié comme centriste, mais quand même, par rapport à certains sujets donnés, il arrivait quand même à donner son point de vue, à prendre position, à donner son point de vue, qui allait en contradiction avec ses entre griffes protégées. Donc c'est un monsieur qui a fait aussi ce qu'il pouvait faire en politique, et moi je dirais tout simplement que son retrait actuellement, c'est par rapport à ce qui s'est passé. Bon, je peux oser le dire parce que si vous suivez Djerry habituellement sur les réseaux sociaux, ce qu'il décline, ce qu'il dit, et vous voyez un peu là où le cap qui s'est fixé, c'est qu'à l'horizon 2030, il va être président de la République. Il a dit. Oui. Et donc, aujourd'hui, avec la nouvelle constitution, il n'y aura plus le suffrage universel direct. Bon, peut-être que c'est là des illusions. Il s'est dit que, bon, c'est fini, je ne peux plus être. En même temps, je ne peux plus être. Il peut l'être. Non, mais il se dit qu'il ne peut plus.
il a démissionné alors. On peut le désigner. Hein. Non, mais on ne peut pas le désigner puisque le NET n'est pas le parti majoritaire actuellement. Non, on dit coalition. Non, on dit sans débat. Hein. On peut te désigner même au président. Non, c'est une élection. Non, ça c'est le poste de président de la République. Et ça, c'est honorifique. C'est honorifique. Mais c'est ça, non? Jerry Tama parle de la plénitude de l'exécutif. Okay. C'est-à-dire que être le président du conseil. Non, dans le cas de la 4e République, le président de la République, celui qui gouverne, celui qui décide, celui qui fait tout. C'est ce que Jerry Tama veut. Non, il ne veut pas être un simple, comment l'appelle-t-on là, président honorifique, on lui donne les bons de carburant, il voyage, il va, il revient. Ah non, c'est pas ce rôle-là qu'il veut jouer. Attends, lui qui regrette simplement de n'avoir pas été élu simple député. Non, bon. Attends, non, oui. Excusez-moi. Oui. Comment est-ce que le président, même honorifique, mais, qui a vu laisser non, mais il se dit que c'est l'homme qui donne la valeur à son poste, bien évidemment. Celui qui sera président de la République, même si au départ on ne le voit pas, peut-être quelqu'un de choses, mais quand il va se mettre, même peut-être que le président du conseil va regretter. Je ne sais pas si vous voyez. Il peut l'éclipser. Non, il y a des prérogatives. Non, excusez-moi, vous savez, en fait, il y a beaucoup de choses qui entourent. Donc, en fait, c'est la mise en œuvre. On verra, on va suivre, nous sommes là. Non, disons tout simplement que Jerry Tama a compris et que, voilà, dans le contexte actuel, il ne peut plus évoluer comme il se doit, il ne peut plus atteindre ses objectifs. Et donc, il a jeté l'éponge comme l'ont dit certains camarades. On dit coalition, d'accord? Et même si, par exemple, UNIR est majoritaire à l'Assemblée, mais que on sait que le président du conseil n'est pas forcément un élu, d'accord? Il peut être à la maison un matin et on dit que il y a eu coalition entre UNIR et PDR ou le NET et son président. Vous savez, Jerry Tama fait partie de ces politiciens qui ne sont pas quand même comment l'appelle-t-on là? Non, ils sont pragmatiques. Jerry Tama est pragmatique. Il n'a pas été stable. Non, il est pragmatique et il comprend les enjeux. Actuellement, Jerry Tama sait que ça serait difficile qu'il y ait une alliance entre le NET et le parti UNIR par rapport à certains antécédents que vous connaissez très bien. Qui savait que RPT, UNIR, RPT et UFC vont devenir des alliés. Non, il y a eu pire avec l'UFC et avec Gilchrist. N'oubliez pas, 86. Oui, il a pris l'armée les armes contre l'armée togolaise. Oui. Mais il est venu se réconcilier. Non, les acteurs ne sont plus les mêmes. Les acteurs ne sont plus les mêmes. Ne l'a pas fait. À l'époque, c'était avec Feu et Adema. Et Adema, s'il était là, je ne crois pas qu'il pourrait faire une alliance avec Gilchrist Olympio. Merci beaucoup. Il y a un auditeur qui nous dit ce garde Tama est en mission au Togo, qui peut prendre sa retraite dans l'armée togolaise et s'engager dans la politique sans être inquiété. Soyons sérieux et abandonnons la discrétion du peuple togolais, dit donc cet auditeur. Et ça nous amène à parler juste un moment sur l'économie avant de donner la parole aux auditeurs pour le direct. Et c'est vous qui avez sorti cet article-là, Isidore, ce matin, sur les institutions de microfinance légalement reconnues au Togo. Alors, quand le Mine Kokoroko ferme des établissements scolaires, c'est parce que ces écoles-là sont des écoles clandestines et non autorisées. Et quand, au niveau des microfinances, on publie la liste, ça veut dire aussi qu'il doit avoir des pas trop bons. Oui, sauf que dans ce cas de figure, c'est pas les mauvais qu'on a publiés. Oui, c'est les bons. C'est les bons. À part ceux-là. Les autres là, voilà. Sur la multitude d'institutions de microfinance que nous avons, seulement 61 sont légalement reconnus. Alors qu'il y en a plein dans ce pays. Et ils disparaissent aussi. Ah oui, naturellement. Donc quand j'ai eu l'information, on a actualisé la liste, c'est l'association
professionnels des systèmes financiers décentralisés du Togo, et APSFD, qui a actualisé la liste en décembre 2023. Quand j'ai eu l'information, j'ai dit que mais c'est très intéressant, il faut pourquoi ne pas rendre ça public pour nous éviter des écueils et des déboires. Tout à fait. Parce que la plupart des gens vont loger ou cotiser leurs maigres ressources dans des institutions de microfinance qui disparaissent au jour, au lendemain. Et c'était l'objectif de cette publication, pour que les gens puissent savoir les vraies institutions de microfinance avec qui ils travaillent. Alors, ce qu'on va dire aux auditeurs, et c'est d'ailleurs ça, vous l'avez précisé à peu près, l'objectif donc de la publication de cet article. Alors, tous ceux qui veulent mettre de l'argent, vos pauvres sous, dans une institution de microfinance, il vous faudra consulter cette liste dans le journal Actu Express. Alors, si ces institutions qui sont dans vos quartiers, vous ne retrouvez pas leur nom sur la liste là, il vaut mieux que vous gardez votre argent sur vous, chez vous, parce que si un matin vous les cherchez, que vous ne les retrouvez pas, c'est fini. Sachez que c'est fini. Maintenant, est-ce que nous avons l'assurance que ceux qui sont légalement reconnus, eux, ne disparaîtront pas avec l'argent des gens? C'est ce que je voudrais préciser, parce que demain, il ne faut pas qu'on attaque mon frère. Oui, à Actu Express, c'est lui qui a communiqué une liste. Est-ce que je vois? Il a bien précisé. La source est là, mais c'est lui qui a peut-être guidé. Vous voyez, parce qu'il y a eu des cas. Il vous rappelle IDH de l'ancien Premier ministre. C'était reconnu. Oui, IDH qui était reconnu, mais est parti avec l'argent des gens. Au lendemain même où on nous a annoncé qu'ils ont été financés par les États-Unis d'Amérique pour quelque chose de combien de milliards. C'est à ce moment que IDH a disparu avec l'argent des gens. J'ai mon vieux, monsieur Atrimika Seigné, à la chose. Quand il est peut-être à l'écoute présentement, il n'a pas cessé de réclamer son argent et l'argent de son épouse. Jusqu'à maintenant, il est retraité à près de 90 ans aujourd'hui, mais Kwasi Cloutier, sans microfinance, est parti avec l'argent des gens et aucune institution, même le comment vous l'appelez, qui SF qui communique, qui reconnaît les institutions, n'est pas en mesure de prendre les dispositions pour que au moins les IDH soient liquidés et que au moins les membres puissent accéder au minimum. Puis ce travail a été fait. Mais ça a été fait, c'est où? Ça a été fait, mais ils n'ont pas le résultat, vous savez. Oui, bien sûr. Ils n'ont pas réglé les gens. Kwasi Cloutier n'est pas n'importe qui, hein. Ancien Premier ministre. Oui, il y a la politique aussi qui est rentrée dans cette attendez, oui, mais il y a pour le sauver. Il y a les pauvres citoyens. Au détriment des pauvres citoyens. C'est ça le drame. Donc c'était créé pour appauvrir les gens. C'est ça le drame. Et l'information que je vous donne, c'est que IDH prospère au Gabon. Actuellement? Oui, avec son fils. Vous voyez? Actuellement? Oui. Allez vérifier les informations. Il faut que les gens se consultent pour saisir l'État gabonais. Non. Écoutez, les gens ont déposé l'argent. Le fils, l'enfant qui a fait la bêtise ici, a mis l'institution en banqueroute. Oui. C'est lui qui prospère au Gabon. Au Gabon? Actuellement. Donc c'est pour ça, il dit, il faut que ça se constitue. Non, là c'est tellement politique. Le procureur de la République au fait, ce qu'il dit est vrai, mais le risque est moindre. Quand vous vous confiez à ces il est 12h30. Normalement, je dois rendre l'antenne, mais il y a eu une petite dérogation pour prendre au moins un ou deux auditeurs très rapidement. Alors, ceux qui souhaitent donc intervenir dans le sujet, dans le débat, je veux dire, apporter donc la lecture par rapport au sujet que nous avons évoqué tout à l'heure. Vous pouvez nous appeler sur le 92 60 81 82. Est-ce que la ligne marche ce matin? Alors, 92 60 81 81. Vous pouvez nous appeler pour nous dire ce qui se passe, ce que vous pensez des sujets là qu'on a abordés en antenne. D'accord. Vous m'envoyez ça rapidement, on va voir comment est-ce qu'on va gérer ça. Il y a un auditeur qui nous dit ceci. Voilà.
Ce que dit, c'est très bon, c'est le désir de bon nombre de Togolais. Mais avec quel argent? Argent togolais, c'est comme le penny de poule. C'est avec difficulté que nous trouvons le minimum. Le Togolais souffre trop. Il dit les conséquences de la 5e législature viennent seulement de commencer. La manière dont le pays est gouverné fait que bon nombre des Togolais n'ont pas le patriotisme pour son pays et tout le monde veut le quitter. Voilà. On prend celui qui est au téléphone. Allô? 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 Bah, il est parti. Très bien. Bon, c'est pas grave, il va nous revenir. Une dernière tentative pour prendre un auditeur. Il y a un qui nous envoie ce message qui dit, on va prendre celui qui est au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur? Et je voudrais donc saluer tous les journalistes qui sont là-bas. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Abdoul. Monsieur Abdoul, nous vous écoutons. Et bon, je voudrais poser une question par rapport à la Constitution. Et pour maintenant, faire le vote à l'Assemblée, est-ce qu'il y aura encore des observateurs internationaux pour élire un président? C'est ma petite question. Bon, je ne sais pas si on peut répondre. Hein. Non, on peut répondre. C'est très simple. On dit que le président est nommé par les deux chambres, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale. Et les deux sont le Parlement. Et sans débat. C'est sans débat. Alors, on prend on peut appeler n'importe qui. Bon, c'est oui, sans débat. Bien sûr, sans débat. On comprend qu'il y a des consignes qui seront données et donc il n'y aura pas de débat. Alors, le dernier auditeur, allô? Oui, bonjour, monsieur Eric. Oui, bonjour, comment allez-vous, cher ami? Oui, ça va, c'est monsieur Azuma. Monsieur Azuma. Oui. Nous vous écoutons. Alors, je salue tout le plateau. Nous vous saluons aussi. Oui, je suis fier de vous aujourd'hui. Merci. Moi, mon inquiétude est simplement, j'ai peur de vous les journalistes. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas les armes quand même. Nous les éclaireurs, j'ai peur de vous parce que cette fameuse constitution-là, personne ne sait même pas si dans cette constitution-là, les gens là, ils peuvent mettre dedans que les émissions là, il n'aura plus lieu au Togo, les marches, les revendications là, ils peuvent faire ça. D'accord. Si un journaliste parle de quelque chose, on peut l'enfermer, il peut le poursuivre, comme on a fait avec Fedina et vous-même là-bas. C'est ça seulement qui est mon inquiétude. Ce fameux constitution, personne ne sait même pas l'excellent l'aboutissant. D'accord. Ok, merci beaucoup, M. Azuma. Merci de nous avoir appelé. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Il y a un auditeur qui nous dit faut plus nous parler des élections au Togo. L'élection au Togo est mort et enterrée. Je suis fier de ne pas avoir voté, car cette fois-ci, j'ai vraiment dormi et réveillé en forme au lendemain des élections. Et que faire après? Et quand des citoyens en arrivent là? Que faire? C'est ça le danger. Monsieur, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Francisco Napokoa. Merci à Tcha Ibrahim. Merci à Isidore Sassou Akolor. Merci à Justo.